Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous présenterons notre projet portant sur l'effet d'expériences traumatiques sur la réaction physiologique des mères et la sensibilité dyadique. Ce projet, en fait, est une présentation dans le cadre du congrès interdisciplinaire familial. Donc, je suis Émilie Saint-Pierre, bachelière en psychologie, et je vais aussi débuter mon doctorat en psychologie en septembre prochain. Et je serai accompagnée de ma collègue Valérie Pichette, une candidate au doctorat en psychologie clinique. Le plan de la présentation est le suivant. Donc, on va débuter avec une mise en contexte, les objectifs de l'étude. On va ensuite vous présenter notre méthodologie, les résultats, les retombées pratiques qui découlent de cette recherche et on va terminer avec une brève conclusion. Donc, commençons maintenant avec la mise en contexte. Donc, qu'est-ce que c'est premièrement la maltraitance? C'est différentes formes de mauvais traitement. Ça peut être physique, psychologique, affectif, envers tout individu de moins de 18 ans. Donc, ça peut être de la violence, de la négligence ou des mauvais traitements qui engendrent un risque réel ou potentiellement dangereux pour la santé de l'enfant, sa survie ou même son développement. Donc, il y a 5 formes de maltraitance qui existent. Donc, on a la négligence émotionnelle, qui est lorsque les personnes qui prennent soin de l'enfant répondent pas adéquatement à ses besoins. Donc, ça peut être par exemple le rejet, l'isolement ou une indifférence de la part du parent. On a aussi la négligence physique, qui est lorsque les personnes qui prennent soin de l'enfant vont pas répondre à des besoins de base comme d'ordre alimentaire, l'hygiène, la vestimentaire, habitation, donc toute sécurité ou santé. On a aussi l'abus émotionnel, qui est une attaque verbale qui a pour but d'affecter la valeur de l'enfant ou son sentiment de bien-être. Donc, ça peut être, par exemple, des restrictions, des tentatives de dévalorisation, des critiques, des menaces, la discrimination, par exemple. On a aussi l'abus physique, donc qui est des attaques physiques ou des comportements violents impliquant des blessures ou un risque de blessure. Puis l'abus sexuel, qui est tout contact ou comportement de nature sexuelle impliquant une ou plusieurs personnes, mais sans qu'il n'y ait consentement. Donc, la maltraitance a des impacts majeurs sur le développement de l'enfant. Donc, on sait que ça peut entraver le développement comportemental, cognitif, langagier, physique et affectif, mais surtout le développement émotionnel des enfants maltraités se retrouve très perturbé. Donc, plusieurs études là, ont recensé que la maltraitance augmente le risque de présenter des comportements déficitaire chez le parent, donc au niveau des compétences parentales, une fois à l'âge adulte. Donc, ayant les capacités parentales justement perturbées, les mères qui ont vécu de la maltraitance sont plus susceptibles d'adopter des conduites un peu plus négligentes et abusives là, envers leur enfant. Donc, il y a comme un aspect de transmission là, intergénérationnelle qui se passe. Il y a également des impacts sur la sensibilité. Qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est la capacité du parent à répondre, à offrir en fait une réponse adéquate, appropriée aux besoins de son enfant. Donc, ça comprend 4 composantes. Il faut que la mère soit capable de percevoir les signaux de l'enfant, d'avoir une interprétation juste du besoin et de répondre de façon appropriée, mais aussi le plus rapidement possible. Ce qu'on sait dans la littérature présentement, c'est que les mères qui ont un passé de maltraitance démontrent moins de comportements sensibles envers leur enfant. Donc, ils sont moins capables d'offrir une réponse appropriée et rapide. Il y a également des impacts sur la perception des émotions. Donc, en ce moment, on sait qu'il existe des différences individuelles dans la capacité à discriminer les expressions faciales, surtout chez les autres, et que les individus, on est meilleurs à reconnaître les expressions faciales auprès d'individus du même groupe d'âge que nous, ce qui rend difficile, par exemple, la tâche pour le parent de regarder les signaux émotionnels de son enfant et de les interpréter correctement. Et aussi que les enfants qui sont victimes d'abus ou de négligence présentent des particularités là, perceptuelles dans la reconnaissance des émotions. Et ces difficultés là, vont même persister à l'âge adulte. Donc, ce qu'on sait, c'est que seule la capacité de reconnaître des émotions qui sont négatives chez les enfants serait associée finalement à un style parental plus adéquat, à un meilleur développement émotionnel et donc des comportements un peu plus sensibles.
mais dans de nombreux cas, les parents qui ont grandi dans des contextes d'adversité, de négligence, éprouvent des difficultés à répondre aux besoins de leur enfant. Mais pourtant, on sait que la communication émotionnelle, c'est primordial pour que le parent puisse bien comprendre les signaux de l'enfant et y être sensible. Et pour la perception des émotions, c'est important de connaître les 6 émotions de base ici. Donc, on a la tristesse, le dégoût, la colère, la surprise, la peur et la joie. Donc, c'est eux qu'on va utiliser là, auprès de notre étude. Il y a également des impacts sur les réactions physiologiques du parent. Donc, les parents qui ont vécu de la maltraitance montrent des réponses un peu différentes au niveau physiologique face aux signaux manifestés par l'enfant en comparaison aux parents qui n'ont pas d'historique de maltraitance. Donc, les mécanismes en cause, ça serait peut-être que la réaction physiologique qui survient là, après avoir visionné, par exemple, une perception des signaux émotionnels, surtout chez les enfants, peut se traduire, par exemple, par une augmentation des rythmes cardiaques, un niveau de cortisol, donc de stress assez élevé, et une surestimation même de leur force de préhension. Donc, une étude là, récente, en 2015, qui a montré qu'en réponse, en fait, aux signaux de rire ou de pleurs de l'enfant, les mères qui ont un passé de maltraitance sont incapables de réguler leur force physique. Donc, ils utilisent une force extrêmement forte, plus fréquemment que les mères qui n'ont pas vécu de maltraitance. Donc, ça montre qu'exposé à des signaux de l'enfant, surtout des émotions négatives, la force de préhension de la mère est élevée. Pour le rythme cardiaque, ce qu'on sait, c'est que les antécédents de maltraitance sont associés à des fréquences cardiaques plus élevées. Donc, les résultats là, obtenus indiquent peut-être une activation autonome chronique à la suite d'expériences infantiles. Et il y a un consensus, en fait, dans la littérature. Donc, une autre étude a montré justement qu'une augmentation des fréquences cardiaques en réponse aux signaux de l'enfant a été observée là, chez les parents qui ont vécu là, de la maltraitance, mais également chez les parents qui sont super sensibles. Puis au niveau du stress, ce qu'on sait, c'est qu'une trop grande réaction de stress serait associée à un désengagement de la part du parent et à une absence de réponse. Donc, ce que tout ça veut dire, c'est que le parent, finalement, est moins sensible lorsqu'il interagit avec son enfant. Puis ça a aussi été démontré que les parents qui ont vécu de la maltraitance sont 5 fois plus à risque d'avoir un niveau de stress là, qui est très, très élevé et même cliniquement là, significatif. Il y a toutefois peu d'études qui se sont intéressées au vécu de maltraitance durant l'enfance et à la réaction physiologique lors de la perception d'émotions, en plus d'évaluer la sensibilité dyadique. Des recherches qui mettent ces variables d'expérience de maltraitance durant l'enfance, les réactions physiologiques, comme le rythme cardiaque, le cortisol et la force de préhension, ainsi que la perception des émotions et la sensibilité dyadique en relation, seraient nécessaires. Je vais ensuite vous présenter nos objectifs et hypothèses de recherche. Donc, tout d'abord, nos objectifs sont au nombre de 2. On cherche en premier lieu à examiner si les mères avec et sans passé de maltraitance diffèrent dans leur réponse physiologique lors de la perception visuelle d'émotions d'enfants. En deuxième lieu, on veut également regarder si les mêmes groupes de mères, donc avec et sans passé de maltraitance, diffèrent en matière de sensibilité pendant l'interaction avec leur enfant. Nos hypothèses sont telles que les parents qui ont vécu de la maltraitance à l'enfance présenteront des réponses physiologiques différentes face aux signaux manifestés par l'enfant. En réponse à ces signaux, les mères ayant été maltraitées ressentiront une hyperactivité physiologique importante qui rend ensuite l'interaction mère-enfant moins sensible. Donc, poursuivons maintenant avec la méthodologie. Donc, on a recruté 47 mères d'enfants âgés entre 2 et 5 ans. Donc, soit recrutés dans des organismes communautaires dans la région de l'Outaouais, soit par l'entremise des médias sociaux comme Facebook ou des publicités affichées sur les murs de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, on a ici 39 mères, donc 81% qui sont d'origine caucasienne. L'âge moyen était de 33 ans, donc ça variait entre 22 et 45 ans.
Puis, la plupart des mères là, présentent des conditions socio-démographiques assez importantes, donc considérées comme des facteurs de risque à la négligence, soit une faible scolarité, un faible revenu ou même les familles monoparentales. Et dans notre échantillon, on a même 6,3% des mères, donc 3 mères environ, qui avaient un trouble cardiaque. Pour ce qui est de la procédure, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment la grande procédure de notre étude. Mais je vous invite à porter attention à ce qui est en jaune, qui est vraiment associé à notre projet là, directement. Donc, dans un premier temps, les mères sont invitées à se rendre au laboratoire de recherche qui se trouve à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, la mère et l'enfant seront dans 2 salles différentes afin de pouvoir informer la mère du projet, de signer le formulaire éthique, par exemple. Et un premier échantillon de cortisol va être pris. Donc, ça va être pris là, à 3 reprises. Puis, par la suite, la mère va être invitée à faire une tâche informatisée. Donc, c'est ici qu'on va prendre le rythme cardiaque du parent, puis une tâche de perception des émotions. Et dans un troisième temps, il va y avoir une interaction dyadique avec l'enfant. Donc, on va demander aux parents de faire une période de jeu libre, donc pendant 8 minutes, puis une période de tâches structurées pendant 7 minutes. Donc, on va demander à la mère de dire à l'enfant de ranger toute la pièce, donc tous les jouets qui traînent, mais la mère ne pourra pas aider son enfant. Donc, c'est vraiment dans le but de causer un petit inconfort chez l'enfant, mais tout en étant une activité que le parent et l'enfant font quotidiennement. Puis, un autre échantillon cortisol va être pris à ce moment-là. Et on a le dynamomètre qui est la force de préhension. Donc, on va expliquer là, un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Puis, la mère termine avec des petits questionnaires papier, dont un qui porte sur les expériences de maltraitance. Donc, plus précisément, les instruments de mesure, qu'est-ce qu'on utilise pour notre projet? On a le questionnaire socio-démographique ici qui informe, donc c'est des informations générales sur la famille, par exemple le revenu familial, le nombre d'enfants dans la famille, etc. Et on a des habitudes de consommation ici, donc on va demander aux parents, par exemple, si elle fume de la cigarette, si elle a consommé de l'alcool, de la caféine le matin même. Donc, c'est vraiment toute influence qui pourrait en fait contrôler ou pas ou influencer là, nos mesures physiologiques, par exemple les données électrocardiogrammes pour le rythme cardiaque, le cortisol ou etc. Ensuite, on a le Child Trauma Questionnaire. Donc, ça, c'est le questionnaire sur les antécédents de maltraitance de la mère. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est 28 questions où ce que la mère répond de 1 à 5 à quel point les thèmes correspondent à sa situation et ça permet d'obtenir un score global parmi les 5 formes de maltraitance. Donc, si la mère, par exemple, a vécu de l'abus émotionnel ou de la négligence physique à son enfance. Donc, ça permet aussi d'indiquer l'intensité de la maltraitance, si c'est un niveau sévère ou un niveau 0 étant aucune maltraitance. Puis, pour la sensibilité des parents, c'est utilisé lors de l'interaction dyadique. Donc, j'avais parlé, il y a un contexte de jeu libre et un contexte de tâches structurées. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va évaluer les comportements du parent et à quel point elle est sensible. Donc, ça donne vraiment un score global sur la sensibilité. Puis, la perception des émotions, c'est une tâche informatisée. Donc, on combine des visages d'enfants, comme on voit ici à l'écran. Donc, une expression neutre à une expression émotionnelle, donc parmi les 6 émotions de base. Puis, la mère a indiqué si ce qu'elle voit, c'est la colère, la joie, par exemple. Puis, le rythme cardiaque, donc, c'est des signaux là, électrocardiogrammes qui ont été enregistrés à l'aide de 3 électrodes, comme on les place ici à l'écran. Donc, dans un premier temps, la mère regarde une vidéo de paysage. Donc, c'est vraiment pour mesurer le rythme cardiaque, donc la variation des fréquences cardiaques durant une période de repos. Puis, la deuxième tâche consiste à avoir des visages d'enfants, comme on le voit ici, donc pendant un certain nombre de minutes, et on va voir si la mère réagit plus, donc si la fréquence cardiaque est plus élevée vers une certaine émotion plus qu'une autre. Et la force de préhension,
Donc, c'est mesuré, là, on appelle le dynamomètre. Donc, c'est l'intensité de la pression là, en kilogrammes qui est transférée sur un système là, informatique, donc qui enregistre l'intensité de la force du parent à chaque présentation d'image. Donc, on présente les mêmes images d'enfants à différentes émotions et on demande à la mère de peser à son 50% et à son 100% de sa force. Et à ce moment-là, on va mesurer si la mère surévalue sa force ou sous-évalue sa force à ce moment-là, selon l'expression qui est présentée. Puis finalement, le cortisol salivaire, donc on prend un échantillon de salive chez la mère pour mesurer là, le niveau de stress. Donc, c'est récolté à 3 moments différents. Donc, c'est un petit coton la mère doit imbiber dans la bouche. Puis après ça, on demande à la mère sur une échelle de 1 à 10 à quel point présentement elle ressent en fait le stress. Donc, c'est vraiment pour mesurer aussi le stress perçu par la mère à ce moment-ci. Donc, en m'assurant que mon micro est ouvert, je vais à mon tour vous présenter nos résultats obtenus dans le cadre de l'étude. Donc, tout d'abord, on a effectué une analyse de modération qui a été réalisée dans le but de déterminer si la maltraitance infantile modère l'association entre les fréquences cardiaques de repos et les fréquences cardiaques lors de la visualisation d'émotions. Donc, les résultats présentent un effet significatif indiquant que la relation entre les variations de fréquence cardiaque au repos et celle lors de la tâche d'observation d'émotions est effectivement modérée par la maltraitance à l'enfance. Donc, afin d'interpréter la nature de ces interactions, des tests de pente simple que vous pouvez voir sur le graphique à l'écran ont été réalisés avec des niveaux de maltraitance faibles, modérés et élevés. Une association significative a été trouvée pour les 3 niveaux. Et comme le montre notre graphique, les mères qui ont été sévèrement maltraitées, représentées par la droite rouge, présentent une augmentation plus grande de leur rythme cardiaque après avoir regardé les images d'émotions d'enfants. Donc ici, vous voyez les résultats significatifs de notre étude. Et si on poursuit dans la même lignée avec les réactions physiologiques et le rythme cardiaque, les mères qui n'ont pas vécu de maltraitance et qui sont donc meilleures pour la reconnaissance des émotions, sont représentées ici par notre droite bleue, montrent des fréquences cardiaques plus élevées lorsqu'elles visualisent des émotions, des images, pardon, d'émotions d'enfants. Donc, nos résultats concordent. Les mères, encore une fois, les mêmes mères, donc celles qui n'ont pas vécu de maltraitance à l'enfance et qui sont, une fois de plus, meilleures à la reconnaissance des émotions, encore une fois représentées par notre droite bleue, montrent une plus grande force de préhension lorsqu'elles perçoivent l'émotion de la colère, comme vous voyez à l'écran. Et finalement, au niveau du niveau de stress et de la sensibilité parentale, nos résultats indiquent qu'un taux élevé de cortisol chez les mères qui n'ont pas expérimenté de maltraitance a également été associé à une interaction moins sensible dans la dyade mère-enfant. Par contre, un effet inverse a été trouvé pour les mères maltraitées. Donc, dans notre échantillon, nous avons constaté qu'une augmentation de la sécrétion de cortisol salivaire entraîne des comportements parentaux différents. Plus précisément, une augmentation du niveau de stress chez le parent est associée à une insensibilité dyadique chez les mères sans antécédent de maltraitance. Et vous l'aurez compris, elles sont une fois de plus représentées par la droite bleue. Donc, une étude réalisée en 2015 a permis de constater qu'une réaction excessive de stress pouvait conduire à un désengagement parental et à une absence de réponse aux besoins de l'enfant. Par contre, pour les mères sévèrement maltraitées, l'augmentation du cortisol, l'hormone du stress, est associée à une mobilisation qui leur permet d'adopter une réponse sensible aux besoins de leur enfant. Donc, comme la sécrétion de cortisol salivaire est associée à la sévérité des expériences de maltraitance, on peut supposer que la sécrétion conduit à des comportements adaptatifs différents selon les expériences de maltraitance de la personne. Donc, nos résultats soutiennent également l'hypothèse selon laquelle les comportements de sensibilité manifestés par la dyade mère-enfant sont influencés par le contexte interactif. Effectivement, les mères et leurs enfants montrent plus de sensibilité et de réciprocité dans leur interaction pendant une condition de jeu libre en comparaison à une condition de tâche. Un score de sensibilité
significativement plus élevé pendant le jeu libre permet de le confirmer. Au niveau des retombées pratiques et des implications cliniques, notre étude met un accent particulier sur le fait qu'il existe différents profils chez les mères ayant vécu de la maltraitance. Donc, nos résultats sont particulièrement importants en ce qui concerne les interventions à mettre en place auprès de cette population. Ainsi, une meilleure connaissance des mécanismes sous-jacents à la qualité de la relation entre la mère et son enfant pourrait contribuer à une meilleure évaluation des familles en difficulté d'adaptation. Notamment, une fenêtre d'ouverture sur les mécanismes complexes qui sous-tendent le stress parental permet de mettre en place des stratégies qui entraînent l'adoption de réponses plus adaptées chez les mères. Les résultats soutiennent également l'importance de considérer le caractère unique du vécu traumatique de la personne, les interventions pouvant donc être ciblées sur les spécificités. Dans cette optique, le psychoéducateur doit faire preuve de savoir-être dans ses interventions avec les familles présentant des difficultés en mettant l'accent sur la création d'une relation de confiance. Donc, les résultats de notre étude pourraient donc s'ancrer dans une nouvelle pratique innovante en matière d'intervention familiale, particulièrement en ciblant des éléments clés de l'interaction mère-enfant, comme ceux étant vécus avec beaucoup de stress. Notre étude suggère aussi l'importance de tenir compte du contexte spécifique des expériences vécues par les mères. Effectivement, la sévérité des expériences de maltraitance entraîne des impacts variés sur la réponse au stress et donc sur la parentalité. Donc, une mère avec des antécédents moindres de maltraitance versus une mère qui a été sévèrement maltraitée lors de son enfance présente des réactions différentes. Il faut le considérer. Donc, nos nouvelles connaissances pourraient ensuite soutenir les interventions auprès des mères dans une approche visant à réduire le stress et l'impact des facteurs de risque dans leur environnement familial. Et à titre d'exemple, au Québec, une intervention relationnelle a été implantée dans les centres jeunesse dans le but d'améliorer la relation mère-enfant selon les principes de l'attachement. Donc, cette intervention a comme principe fondamental d'accentuer les forces du parent dans le but d'augmenter son sentiment de compétence parentale. Donc, cette intervention, en fait, a démontré des résultats positifs à la fois sur l'attachement, sur la sensibilité parentale et sur les problèmes d'intériorisation et d'extériorisation chez l'enfant. Donc, c'est donc ce qu'on peut retenir de cette étude. Puisque nos résultats démontrent également que les mères qui ont de graves antécédents de maltraitance présentent une augmentation plus grande de leur rythme cardiaque après avoir regardé des images d'émotions d'enfants. Cette réponse nous permet de mieux comprendre les répercussions à long terme de la maltraitance infantile, particulièrement sur le plan physiologique. Donc, je vous rappelle, ici, on parlait de fréquence cardiaque, de sécrétion de cortisol salivaire et même la force de préhension des mères. Donc, nos résultats suggèrent que les mères sévèrement maltraitées pourraient bénéficier d'interventions plus adaptées qui tiendraient compte de leurs réactions particulières aux émotions. Là où ça devient intéressant de travailler auprès de cette clientèle et qu'on peut venir en aide aux parents qui ont vécu de la maltraitance, mais de manière indirecte, on peut également venir en aide à leurs enfants. Merci beaucoup pour votre écoute.